Un cri venu de nulle part brisa le silence, comme si la terre elle-même venait de s'ouvrir sous nos pas. Dans la brume lourde, quelque chose bougea, trop vite pour être humain, trop grand pour être une bête. Les hommes resserrèrent leurs rangs, leurs pas sonnant creux sur un sol qui semblait refuser de nous porter. Un souffle glacé glissa derrière nous, puis une ombre traversa les arbres sans bruit, comme si elle ignorait le poids du monde. Même le vent se tut, figé par une peur que personne n'osa nommer. Nous avancions, mais chaque pas semblait nous arracher à la réalité, comme si les collines avalaient notre présence. Alors qu'un frémissement parcourut les lances, je compris que nous n'étions pas seuls depuis bien plus longtemps que nous ne voulions l'admettre. Et si la 9e n'était pas entrée dans le nord, mais dans un piège invisible? Et si l'histoire refusait d'être oubliée, la forêt semblait nous écouter avancer, comme si chaque pas réveillait une mémoire qu'elle refusait d'admettre. Le silence devenait trop lourd, trop parfait, presque tressé pour nous piéger. L'air vibrait d'une tension qui faisait trembler les lances, et les regards échangés en disaient plus long que tous les rapports de l'armée. Une sensation étrange me traversa soudain, comme si une ligne invisible venait d'être franchie, un secret ancien que nous n'aurions jamais dû approcher. Les arbres se repliaient sur nous, serrant le passage, réduisant la lumière à un souffle. Même les oiseaux avaient fui, comme si cette partie des terres leur avait été interdite. Nous avancions malgré tout, prisonniers d'un devoir qui nous poussait plus loin que la raison, et je sentais que bientôt, quelque chose sortirait enfin de l'ombre. Un frisson parcourut nos rangs au moment où le sentier s'élargit sur une zone de terre retournée. Les marques au sol semblaient trop récentes, comme si un camp entier avait été effacé en quelques instants. Le murmure discret des soldats se brisa lorsqu'un souffle froid glissa au-dessus de nous, faisant ployer les herbes mortes. L'impression d'être observé devint impossible à ignorer, une présence lourde, insistante, posée juste au-delà du visible. Je sentis mes pensées vaciller, envahies par l'idée que tout ce qui manquait ici n'avait pas disparu au hasard. Les traces formaient un motif trop étrange, presque organisé. Quelqu'un ou quelque chose avait voulu que nous les trouvions, et soudain la question me frappa. Étions-nous les pisteurs ou les proies? Le vent se leva brusquement, portant avec lui une odeur de cendre et de métal qui fit grimacer plusieurs soldats. Devant nous, un ensemble de pierres dressées apparaissait dans la brume, formant un cercle dont l'organisation semblait trop parfaite pour être naturelle. Un murmure parcourut les rangs, comme si chacun reconnaissait quelque chose de dangereux sans parvenir à le nommer. Quand nous franchîmes la première pierre, un silence presque sacré s'abattit sur nous, étouffant nos pas et nos respirations. Le sol vibra légèrement, si faiblement que j'aurais pu l'imaginer, mais assez pour faire battre mon cœur plus vite. La sensation d'être au centre d'un piège invisible devint évidente. Quel que soit l'endroit où la 9e venait d'entrer, il ne s'agissait plus seulement de territoire ennemi. Lorsque la clarté faiblit encore, nous tombâmes sur un filet de fumée montant derrière un ensemble d'arbustes, minces mais récents. Les rangs s'arrêtèrent comme un seul homme, la peur traversant les casques comme un courant invisible. Je levai la main pour imposer le silence, mais il régnait déjà, lourd, étouffant. Avancer signifiait accepter que quelqu'un nous observait depuis un moment, attendant le moment précis où nous nous rendrions vulnérables. Chaque respiration me semblait plus bruyante que le vent, et lorsque nous franchîmes les buissons, je compris que ce qui nous attendait de l'autre côté n'était pas un ennemi, mais une trace laissée pour nous attirer plus loin. Une invitation silencieuse vers le cœur du mystère. Un silence étrange pesait sur la clairière lorsque nous y pénétrâmes, comme si chaque souffle de vent s'était retiré pour laisser place à une attente fébrile. Les traces de lutte étaient visibles, mais aucune dépouille ne demeurait, comme si quelqu'un avait balayé la scène avec une précision presque rituelle. Les soldats chuchotaient, leurs mots se perdant dans un air devenu trop froid, trop lourd, comme si les arbres refusaient de les entendre. Je sentais un malaise grandir, une impression persistante que nous n'étions pas simplement en train de suivre une piste, mais d'entrer dans un récit déjà écrit. Il y avait dans cette clairière une intention,
une marque volontaire laissée pour nous guider ou nous tromper. Et lorsque l'un des hommes trébucha sur un symbole gravé dans la terre, je compris que ces terres ne cherchaient pas à cacher la vérité, mais elle alla révéler morceau par morceau. Nous suivîmes les marques étranges qui serpentaient entre les arbres, formant un tracé irrégulier qui semblait hésiter entre fuite et provocation. Les murmures des soldats se confondaient avec le bruissement des branches, comme si la forêt tentait de répondre à leur inquiétude. Une ombre glissa soudain derrière un tronc, trop rapide pour être identifié, mais suffisamment clair pour figer nos pas. Mon cœur se contracta, alors qu'un froid glacial descendait dans mon dos, une sensation d'être observé par une présence silencieuse et déterminée. Les traces devenaient plus nettes, plus organisées à mesure que nous avancions, comme si elles nous guidaient vers quelque chose que seule la Légion devait voir. Le sol semblait vibrer sous nos pas, un avertissement trop subtil pour être ignoré, et je compris que nous approchions d'une vérité que personne n'aurait voulu découvrir. Le sol devint soudain plus meuble, comme si nous marchions sur une terre retournée récemment. Une odeur métallique, presque féreuse, se mêlait à l'humidité ambiante, rappelant des batailles passées. Les hommes ralentirent instinctivement, chacun conscient de pénétrer dans un lieu marqué par un événement brutal. Les empreintes disparaissaient par endroits, remplacées par des traces irrégulières, comme si quelque chose avait été traîné sur le sol avant de disparaître entièrement. Je sentis une tension grandir dans ma poitrine, une intuition brutale que cette zone n'était pas un simple lieu de passage, mais une frontière entre ce que nous comprenions et ce qui nous échappait. Les arbres semblaient se pencher vers nous, comme s'ils retenaient un secret qu'ils ne pouvaient dévoiler. Et au centre de la clairière suivante, un silence trop parfait confirma que quelque chose nous attendait. Un cri lointain traversa soudain la forêt, étouffé mais chargé d'une panique brutale. Les rangs se resserrèrent immédiatement, les boucliers se levant dans un réflexe presque animal. Nous avancions vers l'origine du son. Mais à chaque pas, il semblait reculer, comme si quelqu'un jouait avec notre orientation. Le sentier se tordait, changeant de direction d'une manière trop subtile pour être naturelle. Une angoisse sourde gagna les hommes, un sentiment que la forêt se refermait autour de nous pour nous isoler du monde connu. Puis, sans prévenir, nous tombâmes sur un ensemble de pierres couvertes de symboles britons. Chaque marque semblait fraîche, gravée récemment. L'air lui-même semblait retenir son souffle. Quelque chose dans ces signes n'était pas destiné à nous avertir, mais à nous observer. La lumière déclinait lorsque nous atteignîmes une zone où les arbres s'écartaient brusquement, révélant un panorama inattendu. Un campement romain abandonné. Les tentes effondrées pendaient comme des pots vides, et les lances plantées dans le sol semblaient figées dans un dernier geste de défense. Aucun corps, aucune trace de lutte, seulement un silence écrasant qui ne laissait place à aucune explication rationnelle. Un souffle glacial glissa entre les ouvertures des tentes, comme si l'air lui-même portait un avertissement. Les hommes s'avancèrent avec une lenteur prudente, conscients que cette scène portait la signature d'un destin plus sinistre que la simple défaite. Je compris alors que la 9e n'était pas en train de découvrir un incident. Elle marchait sur les pas d'une disparition soigneusement orchestrée. Et chaque nouveau détail sonnait comme le prélude d'une vérité encore plus sombre. La vallée se resserrait autour de nous comme une mâchoire prête à se refermer. Et chaque pas semblait nous enfoncer plus loin dans un couloir sans retour. Les pentes abruptes des collines jetaient des ombres longues, presque menaçantes, qui glissaient sur les visages anxieux des soldats. Un silence inhabituel régnait, ponctué seulement par le froissement du vent qui semblait chuchoter des avertissements. Nous suivions une piste fragile, marquée par quelques herbes écrasées, mais elle avait tout d'un message, laissé par une main trop experte. Puis un sifflement fusa depuis un promontoire, bref mais net, comme un signal. Je compris alors que nous étions observés depuis un moment, peut-être depuis notre entrée dans ces terres. Et la question se posa d'elle-même. Étions-nous encore les chasseurs, ou déjà les piégés? Un craquement sec résonna sur la crête, suivi d'un autre, plus proche,
comme si les collines se répondaient. Les soldats levèrent leurs boucliers dans un même mouvement, une vague instinctive née de la peur. Puis une pluie de pierres dévala la pente, projetant des éclats de terre et brisant notre formation. Les hommes jurèrent, se protégeant tant bien que mal, tandis que la poussière brouillait la vue. Je distinguai alors des silhouettes fugaces se déplaçant avec une rapidité presque calculée. L'ennemi n'attaquait pas vraiment. Il testait, évaluait, jouait avec notre position. Cette vallée n'était pas un champ de bataille, mais un mécanisme conçu pour nous isoler. Et la sensation désagréable que nous ne contrôlions plus rien s'imposa avec une force glaciale. La vallée s'élargit soudain en une cuvette irrégulière où l'herbe semblait avoir été arrachée par endroits. Des traces de pas s'entremêlaient, mais sans logique, comme si plusieurs groupes avaient tourné en rond avant de disparaître brusquement. Quoi ? Une brise froide traversa la cuvette, portant une odeur lointaine de fumée et de métal. Les soldats se regardèrent, conscients que cet endroit n'était pas une simple zone de passage. Les collines formaient un cercle autour de nous, trop parfait pour être naturel. Je sentais la peur se glisser dans les rangs, silencieuse et persistante. Durant, on la renouille silencieuse. Et tandis que je m'avançais, une certitude me frappa. Nous étions au cœur d'un dispositif, pensé pour affaiblir d'abord l'esprit, puis les corps. Nous reprîmes la marche, mais le sol changea de texture, devenant plus meuble, presque spongieux, comme si une pluie récente l'avait saturé. Des empreintes fraîches apparaissaient, puis disparaissaient, effacées par une force mystérieuse. Une angoisse palpable envahit les hommes. L'impression d'être escortés par quelque chose que nous ne pouvions ni voir, ni anticiper. Une silhouette bretonne surgit alors brièvement sur une crête voisine, puis s'évanouit avant même que les archers puissent réagir. Il n'y avait pas d'attaque, juste une présence persistante qui nous poussait vers un endroit précis. Et dans ce jeu d'ombre, chaque pas renforçait la conviction que la vallée elle-même nous guidait vers un piège parfait. La tension culmina lorsque nous atteignîmes un passage étroit encadré par deux masses rocheuses, assez proches pour forcer nos rangs à se resserrer. Les hommes avançaient en silence, conscients que franchir ce goulet revenait à s'offrir à l'ennemi. Un bruit sourd résonna derrière nous, puis un autre sur le flanc gauche, comme si la vallée communiquait en écho. Le souffle du vent semblait chargé d'une présence qui n'avait rien d'humain. Au moment où nous franchissions les trois passages, une pensée glaçante me traversa. Nous étions entrés là où la 9e ne pourrait plus faire demi-tour. Et quelque chose dans l'ombre des rochers semblait attendre précisément cet instant. La nuit tomba d'un seul coup, comme si quelqu'un avait soufflé la lumière hors du ciel. Les torches peinaient à percer l'obscurité, et chaque bruit amplifiait la tension qui rongeait les rangs. Les hommes parlaient de murmures glissant entre les rochers, de silhouettes furtives observant nos mouvements. Je sentais le doute se répandre comme une maladie, fracturant la cohésion qui avait toujours fait la force de la 9e. Certains évoquaient des esprits des collines, d'autres des pièges britons, trop subtils pour être compris. Le plus inquiétant restait pourtant le silence de l'ennemi. Il nous voyait, nous suivait, mais ne frappait pas. Et dans ce vide, je compris que la véritable menace n'était peut-être plus extérieure. C'était la peur qui s'insinuait en chacun de nous, prête à briser ce qu'il restait de discipline. Les murmures devinrent des accusations voilées. Certains soldats jurèrent avoir vu des camarades se glisser hors du camp, comme happés par les ténèbres. D'autres affirmaient que des pas invisibles tournaient autour de nous depuis des heures. Aelius tenta de maintenir l'ordre, mais même sa voix ferme semblait se perdre dans un vide inquiétant. Je réalisai que l'ennemi n'avait pas besoin de nous attaquer. Il lui suffisait de laisser nos esprits s'effondrer. Les plus jeunes légionnaires tremblaient, incapables de dissocier leur peur de la réalité. Une dispute éclata soudain, violente, presque animale, révélant combien la discipline s'effritait. Dans cette obscurité étouffante, je sentis que la 9e commençait à se retourner contre elle-même. Le lendemain, la tension se transformait en lassitude brutale. Les visages tiraillés, les regards fuyants,
trahissait une fatigue plus mentale que physique. Les hommes avançaient sans parler, persuadés que la nuit reviendrait les briser davantage. En marchant, j'aperçus des traces de pas qui semblaient appartenir à certains des nôtres, mais orientés dans une direction opposée, comme si des soldats s'étaient volontairement éloignés du groupe. Une inquiétude sourde m'envahit. La légion se fissurait non pas par le fer, mais par l'invisible. Aelius me lança un regard inquiet, comprenant lui aussi que nous perdions le contrôle. Et au loin, la silhouette d'un Briton isolé nous observait, témoin silencieux de notre déclin. Nous découvrîmes plus loin un campement romain abandonné, bien plus récent que le précédent. Les tentes étaient ouvertes comme si leurs occupants avaient quitté les lieux précipitamment. Aucune trace de lutte, encore une fois, seulement ce vide oppressant qui avalait tout bruit. Les hommes comprirent que quelque chose, ou quelqu'un, nous précédait, effaçant les traces de sa présence. Aelius se pencha pour examiner une empreinte à demi effacée, mais son regard effrayé en disait long. Il ne comprenait pas non plus. Je sentis alors que notre avance n'était plus simplement dangereuse. Elle était orchestrée, et l'ennemi connaissait chacune de nos faiblesses. Ce soir-là, alors que les torches vacillaient sous un vent soudain, un cri étouffé retentit dans l'obscurité. Les hommes se précipitèrent, mais ils ne trouvèrent qu'un bouclier abandonné sur la mousse, encore tiède au toucher. Personne n'avait vu de silhouette. Personne n'avait entendu de combat. Le soldat semblait s'être volatilisé. Les murmures de panique envahirent les rangs, et Aelius dut élever la voix pour maintenir un semblant d'ordre. Mais dans ses yeux, je lus la même terreur que celle des autres. Quelque chose frappait désormais au cœur de nos lignes, sans bruit, sans trace. Et je compris que la fracture n'était plus seulement morale, elle était devenue réelle, irréversible. La tempête arriva sans prévenir, une masse de nuages noirs se déversant au-dessus de nous, comme si le ciel lui-même voulait nous ensevelir. Le vent faisait plier les arbres, hurlant entre les branches en emportant nos ordres. Les hommes se regroupèrent tant bien que mal, mais la pluie battante transformait le sol en un torrent de boue. Les visages se fermaient, les esprits s'effritaient, et même les plus aguerris semblaient chanceler. Je compris que nous ne combattions plus seulement un ennemi extérieur. C'était la nature elle-même qui semblait nous expulser de ces terres. Les torches s'éteignirent une à une, avalées par les bourrasques. Un frisson me parcourut lorsque je réalisai que la tempête servait peut-être de voile, masquant une force qui s'approchait sous le couvert du chaos. Lorsque la tempête commença à se calmer, un silence oppressant se déploya. Pas un oiseau, pas un souffle de vent, comme si la forêt retenait sa respiration. Nous découvrîmes alors des silhouettes figées dans la boue, des casques romains, des lances plantées dans le sol, mais aucun soldat. Les hommes tremblaient, certains refusant de s'approcher. Aelius s'accroupit près d'une marque étrange laissée dans la terre, circulaire, presque parfaite, comme si un objet avait été posé là, puis arraché soudainement. Rien de rationnel ne venait expliquer ce que nous voyions. Et plus nous observions ces traces, plus l'idée d'une force invisible, silencieuse, étrangère à tout ce que nous connaissions, se faisait insistante. Je sentis la peur devenir presque palpable, prête à briser ce qu'il restait de discipline. Nous nous arrêtâmes près d'un massif de pierre, où la brume s'accrochait comme une toile vivante. Cassia apparut alors, surgissant du voile gris, avec une lenteur presque irréelle. Son regard portait une inquiétude profonde, plus grande encore que celle que la tempête avait semée parmi nous. Elle parla d'anciens récits, de voix des collines, de présences qui erraient quand les frontières entre les mondes s'amincissaient. Les hommes, malgré leur scepticisme, l'écoutaient sans respirer. Chaque mot semblait résonner étrangement dans l'air dense, comme si les pierres elles-mêmes reconnaissaient son histoire. J'eus la sensation que nous franchissions une limite invisible, un point de non-retour dont personne ne sortirait indemne. Et la certitude me frappa que Cassia ne disait pas tout. Cassia nous guida à travers une zone où la forêt se retirait, comme si les arbres eux-mêmes craignaient d'approcher. Elle parla d'un ancien mythe, celui de ceux qui marchent sans laisser d'empreinte, des êtres qui ne vivent ni ne meurent comme les hommes.
Les soldats échangeaient des regards terrifiés, conscients que même l'ennemi humain semblait redouter cette force. Je sentis la Légion vaciller, non plus sous le poids du combat, mais sous celui de l'incompréhensible. Le sol vibrait légèrement, comme si quelque chose sous la terre respirait. Aelius serra sa lance, le regard sombre, incapable de masquer sa crainte. Et je compris que l'effondrement de la 9e ne viendrait peut-être pas d'un choc brutal, mais d'une lente dérive dans la peur. Alors que la lumière du soir déclinait, nous arrivâmes au bord d'une gorge où un brouillard épais montait comme une fumée vivant. Les soldats hésitaient, certains murmurant qu'ils avaient entendu des voix au-dessus du vide. Cassia nous avertit que franchir ce passage revenait à accepter un destin incertain, peut-être définitif. Les hommes étaient épuisés, brisés par la peur et par la disparition de leurs camarades. Je sentis le poids de la décision me broyer la poitrine, avancer ou périr dans l'attente. Aelius me fixa, comprenant le choix impossible qui s'offrait à nous. Et lorsque nous franchîmes le premier pas vers la gorge, la brume sembla se refermer avec une lenteur presque intentionnelle, comme pour engloutir la 9e tout entière. Lorsque nous atteignîmes la gorge, le vent se tut, comme si le monde retenait sa respiration. Les hommes formaient un cercle serré, conscients qu'ils approchaient de la dernière limite. Un grondement sourd montait dans la brume, pas tout à fait un bruit, plus une vibration qui parcourait le sol jusqu'à nos os. Les silhouettes britonnes apparurent lentement sur les crêtes, mais aucune ne lança l'attaque. Elles observaient immobiles, comme si elles attendaient quelque chose qui ne venait pas d'elles. Je compris alors que Brannock n'était pas l'ennemi, mais un témoin contraint de ce qui allait se produire. Chaque seconde semblait plus lourde que la précédente, comme si le temps hésitait à avancer. Et dans ce silence trop parfait, je sentis que la 9e venait d'entrer dans le dernier cercle, celui dont aucun récit n'était jamais revenu entier. Un mouvement furtif brisa les rangs lorsqu'une ombre glissa au pied d'un rocher. Les soldats levèrent leurs lances d'un même geste, mais rien n'apparut. Aelius murmura que quelque chose nous encerclait, mais sans laisser de traces. Les Britons eux-mêmes reculaient, comme effrayés par une force qui ne leur obéissait pas. Une voix rauque surgit alors de la brume. Brannock appelait à une trêve, sa voix brisée par une peur qu'il ne cherchait pas à dissimuler. Il nous supplia de rebrousser chemin, mais il était déjà trop tard. La brume se densifiait, mouvante, presque consciente, avançant sur nous comme une bête sans corps. Et au milieu de ce souffle opaque, un bruit lourd résonna, semblable à un pas, mais trop vaste, trop profond pour appartenir à un homme. La gorge trembla soudain, secouée par un grondement si profond qu'il semblait naître du cœur même de la terre. Les hommes se figèrent, paralysés par un instinct ancestral leur dictant de fuir. Les Britons aussi se dispersèrent comme des feuilles prises dans un souffle violent. Une silhouette floue, massive, indistincte, traversa la brume un instant avant de disparaître comme un mirage. Les torches s'éteignirent sous un souffle glacé, nous plongeant dans une semi-obscurité, où chaque respiration semblait trop bruyante. Je sentis la peur se transformer en panique, une panique brute, incontrôlable. La 9e n'était plus une armée. Elle était une proie encerclée par quelque chose dont elle ne comprenait pas la nature. Et, pour la première fois, je crus que la Légion allait se briser entièrement. Les cris éclatèrent lorsque la première ligne fut balayée par une force invisible. Pas un coup, pas une attaque que l'on pouvait anticiper. Seulement un souffle brutal, irrésistible, qui projetait les hommes au sol comme des jouets. Le chaos se répandit d'un coup, brisant toute tentative de formation. Les soldats fuyaient, trébuchaient, se heurtaient entre eux, incapables de comprendre ce qui les frappait. Aelius hurla un ordre, mais sa voix se perdit dans le vacarme. La brume devenait opaque, avalant les silhouettes comme si elle les absorbait. Une sensation d'étouffement me gagna. L'impression que l'air lui-même se resserrait autour de nous. Et je sus alors que la gorge se transformait en tombeau, un lieu où le destin de la 9e venait de basculer. Quand le chaos atteignit son sommet, un silence brutal tomba d'un seul coup, aussi soudain
qu'une lame point. Les survivants étourdis reculaient en trébuchant, cherchant un repère dans cette brume devenue presque vivante. Je vis Aelius se relever péniblement, le visage marqué par un effroi qu'aucune bataille ne lui avait jamais inspiré. Au loin, Brannock tentait de rassembler ses guerriers, mais eux aussi fuyaient quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Puis un dernier tremblement secoua la gorge, plus violent, plus proche, comme si la présence tapie dans la brume se préparait à frapper encore. Je compris qu'il ne restait qu'un choix: tenter de sortir vivant de cette gueule de pierre. Et pourtant, une voix intérieure murmurait que personne ne quitterait cet endroit sans laisser une part de lui-même derrière. Nous sortîmes de la gorge comme des ombres fuyant un cauchemar, chaque pas résonnant comme un miracle. Mais la brume nous suivait encore, silencieuse, glissant entre les arbres comme si elle ne voulait pas nous laisser partir. Les survivants marchaient en titubant, brisés, incapables de formuler ce qu'ils avaient vu. Aelius avançait à mes côtés, respirant avec difficulté, son regard hanté par une terreur qu'aucune bataille ne lui avait jamais inspirée. Le vent se leva soudain, portant un écho lointain, presque un murmure, comme si la gorge elle-même appelait les hommes qui lui avaient échappé. Je sentis un poids lourd sur mes épaules, celui de la certitude que la 9e venait de franchir un seuil qu'aucune légion n'aurait dû franchir. Et au loin, une silhouette solitaire nous observait, immobile, comme le témoin ultime de notre déclin. Nous atteignîmes une plaine marécageuse, où l'eau stagnante reflétait un ciel sans couleur, comme si le monde avait perdu sa lumière. Les hommes avançaient avec hésitation, craignant que le sol ne s'ouvre sous leurs pas. Cassia nous rejoignit au détour d'un rocher, son visage marqué par une profonde tristesse. Elle affirma que ce qui nous avait frappés n'appartenait ni aux vivants ni aux morts, mais à quelque chose qui veillait depuis des siècles sur ces terres. Ces mots résonnaient comme un jugement. Aelius demanda si l'on pouvait encore fuir, mais son regard à elle ne laissait aucun doute. La 9e avait été choisie pour disparaître. Je sentis la peur se transformer en résignation, comme si le destin se refermait lentement autour de nous. Nous arrivâmes aux vestiges d'un ancien sanctuaire briton, un cercle de pierres brisées entouré d'un silence presque sacré. Les survivants s'y arrêtèrent spontanément, comme attirés par une force invisible. Cassia posa la main sur une pierre, et un souffle glacé traversa l'air. Elle expliqua que jadis, un pacte avait été conclu ici, un pacte destiné à protéger la terre des envahisseurs. Mais ce pacte exigeait parfois un tribut, un sacrifice. Les soldats reculèrent, comprenant trop tard qu'ils avaient franchi un territoire dédié à une mémoire que Rome ne pouvait comprendre. Aelius voulut protester, mais les mots moururent dans sa gorge. Une pesanteur étrange nous enveloppa, comme si les pierres elles-mêmes attendaient l'accomplissement de leur serment. La lumière déclinait lorsque la brume s'épaissit soudain autour du cercle, formant une muraille mouvante. Les soldats levèrent leurs armes, mais aucun ennemi n'apparut. Un grondement sourd monta du sol, faible mais régulier, comme une respiration ancienne. Cassia nous supplia de partir, mais la brume se resserrait déjà, bloquant toute retraite. Je sentis quelque chose passer près de moi, invisible mais lourd, comme une présence qui frôlait nos âmes. Les hommes appelèrent leurs camarades disparus dans la gorge, comme si leur voix pouvait traverser ce voile opaque. Et dans cette obscurité mouvante, je compris que ce qui avait frappé la 9e achevait de réclamer son dû. Lorsque la brume se déchira enfin, il ne restait presque plus personne. Les cris s'étaient tus, remplacés par un silence lourd qui semblait peser sur chaque pierre. J'aperçus Aelius disparaître dans le voile blanc, son nom à peine porté par le vent. Cassia demeurait immobile, les yeux pleins d'une tristesse infinie. Elle me dit que l'histoire garderait le silence sur cette nuit, non pour protéger la vérité, mais pour empêcher qu'elle ne se répète. Je sentis mes forces m'abandonner, mais je compris que je devais partir, même seul,
pour que quelque chose de la 9e survive encore. Et tandis que je m'éloignais, une pensée obsédante me suivit. Peut-être que certaines légions ne meurent pas. Elles sont simplement avalées par ce que l'histoire refuse de dire.